Ah, aujourd'hui, nous allons parler de sujets un petit peu délicats et je suis très heureux de pouvoir le faire avec toi. Parce que même si, eh bien, tu seras peut-être pas forcément d'accord avec tout, peut-être que tu le seras, c'est nécessaire. Il est nécessaire pour nous de parler de ces sujets. On va parler de liberté, on va parler d'indépendance, on va parler d'entrepreneuriat, de salariat et de retraite. On va parler de société et de politique, c'est là où ça pique un peu. Et surtout, on va parler de gilets jaunes et des événements qui ont lieu actuellement au Chili au moment où j'enregistre ce podcast. Tu vas me dire quel est le rapport entre les événements, les manifestations qui sont présentes au Chili. D'ailleurs, au moment où j'enregistre ce podcast, je suis à Viña del Mar au Chili, donc je suis au plein cœur de la situation du pays. Bon, quel est le rapport tout ceci avec toi? Eh bien, tu vas le savoir sur ce podcast. Reste bien accroché sur tes écouteurs jusqu'au bout. Et avant toute chose, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast Business de la connaissance, où je t'apprends à transformer tes connaissances en or, à vivre de tes connaissances, et pourquoi pas, à créer un bel empire, un empire qui aura pour double objectif, de t'apporter une plus grande richesse à toi et ton entourage, mais aussi à faire le bien, à apporter, à améliorer ce monde, parce que je suis convaincu que l'entrepreneuriat peut être une très belle voie pour améliorer le monde. Voilà, donc ça c'était mon côté, mon côté idéaliste, mais j'y crois fort, j'y crois très très fort, même si c'est pas toujours le cas sur certains cas d'entrepreneurs, mais on va y arriver à force, on va changer ce monde et on va changer ce monde positivement et amener plus de bien, amener plus de bon autour de nous. Voilà, ceci étant dit, on va commencer ce podcast avec un premier point, une première idée sur laquelle j'ai un avis qui est en total désaccord. C'est celui d'une idée que j'avais initialement et qui est d'ailleurs très liée à mon profil Enneagramme instinctivement. C'est cette notion de je ne compte sur personne. Moi, je me démerde tout seul, je compte sur personne. Alors peut-être que tu as cet état d'esprit-là. Si tel est le cas, je le respecte totalement. Ce que j'ai juste envie de dire au-delà de cela, c'est que tout ce que je vais dire par la suite ne va pas dans cette dynamique-là. Et tu vas le comprendre progressivement, au fur et à mesure qu'on va aller dans le sens. Parce qu'on pourrait tendre à croire que mon idée et mon message principal est de te dire non, on compte sur personne. Alors, déjà, premier point, pour casser cette idée reçue, on est tous dépendants des uns des autres. On est interdépendants. Je répète sur ce point clé, on est interdépendants. Ne serait-ce que par les différentes transactions. Là, tu es en train d'écouter ce podcast. Pour que je puisse faire ce podcast, il faut que je sois rémunéré. Je ne vais pas faire ça pour la gloire. Certains le font, moi je ne le fais pas pour la gloire. Pour être rémunéré, donc je vends des formations en ligne, et je fais de l'accompagnement, ainsi que d'autres choses. Mais on va dire ça, c'est mon activité principale. Donc c'est ça qui me permet, c'est les interactions avec d'autres personnes qui ont besoin de mes produits ou services, tout cela me permet justement de créer cette activité-là. Et d'ailleurs, cette activité s'insère au travers de cette dynamique-là. Maintenant, donc tu écoutes, donc là c'est la personne qui délivre le contenu, en l'occurrence moi, mais ce que tu écoutes aujourd'hui, tu l'écoutes au travers de ton téléphone, de ton smartphone probablement. Android, Huawei, puisque maintenant il y a Huawei, iPhone, et etc. Donc, tu imagines bien que pour que tu puisses l'écouter, eh bien, il a fallu des personnes qui créent matériellement le contenu, des personnes qui extraient les matières premières pour créer nos téléphones. D'ailleurs, sur cette extraction de matières premières, il y a des choses assez scandaleuses à pointer du doigt, mais là n'est pas le sujet. Au-delà de ça, il a fallu qu'il y ait des personnes qui fassent la programmation du logiciel de ton smartphone, puis la programmation du logiciel pour faire le podcast. En l'occurrence, ici, on peut se rendre compte que finalement, pour une simple écoute d'un podcast, eh bien, on a une interdépendance juste gigantesque qui se compte un nombre de dizaines, voire centaines de milliers de personnes pour arriver à atteindre ce résultat-là. De même, alors là c'est des transactions, on va dire, on voit plutôt des transactions économiques, mais de même, au quotidien, tu te rends compte que finalement, eh bien, les routes sont entretenues, les déchets sont récoltés tous les jours, de façon régulière. Donc, on se rend compte aussi que dans notre société, on a tout un système qui a été mis en place
pour pouvoir avoir cet entretien et pour pouvoir échanger et interagir les uns entre les autres. Donc c'est là où on se rend compte qu'on a tous, les uns avec les autres, une dépendance, cette fameuse interdépendance. Ce qui donc nous enlève de facto la fameuse idée « je ne compte sur personne », ce qui est totalement faux. Tu as besoin des autres pour pouvoir faire énormément de choses au quotidien. À moins de vivre dans une cahute en autosuffisance, mais à ce moment-là, tu n'écouterais pas ce podcast puisque il aurait fallu que tu crées un téléphone en bois, je crois. Bon, c'était pas très intelligent ce que je viens de dire à l'instant, on s'en fout. On va continuer là-dessus. Notre mode de fonctionnement, c'est un fonctionnement social. Comme le disait Aristote, nous sommes des animaux sociaux. Oui, parce que c'est toujours important de citer des philosophes de l'Antiquité gréco-romaine. Ça fait toujours plus intelligent, tu le sauras. Blague mise à part, donc nous sommes des animaux sociaux. Il disait même, nous sommes des animaux politiques. Alors politique dans le sens plus étymologique du terme, dans le sens de la cité, de l'interaction ou de l'intérêt de la cité. Nous avons donc un mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement qu'on peut retrouver sur d'autres espèces animales. On n'est pas les seuls. Il suffit de regarder les fourmis, de regarder les abeilles, et tu te rendras compte qu'il y a ces modes de fonctionnement. D'ailleurs, chose intéressante, j'avais vu une étude scientifique qui disait que parmi les abeilles, il y avait toujours, dans un essaim, quelques rares éléments perturbateurs. Et que si on enlevait ces éléments perturbateurs, l'essaim s'effondrait. Et que justement, ces éléments perturbateurs étaient là pour aider à améliorer le système. Je trouve ça super intéressant. Ça, c'est une petite digression qui n'a pas grand-chose à voir avec le reste du podcast, quoique ça peut être intéressant pour mieux comprendre nos modes de fonctionnement sociaux. Et surtout lorsque tu vois qu'il y a des fauteurs de troubles dans ton environnement. Tu penseras aux abeilles et tu penseras à moi. Alors, en termes de société, aujourd'hui, on a dans de nombreux pays un mode de fonctionnement qui est plutôt d'ordre démocratique, république démocratique. Je ne vais pas parler ici des différents modes, différents régimes politiques. D'ailleurs, je me suis très intéressé à ce sujet-là. Il y a des régimes politiques qui sont ignorés, qui sont très très intéressants. C'est un sujet qui est tout aussi passionnant. Il n'y a pas juste l'anarchie, le communisme, la démocratie, l'impérialisme, la royauté et autres. Il y a beaucoup plus que cela. Mais au-delà de ça, notre mode de fonctionnement en société se fait sous forme de démocratie. Donc on va rester focalisé là-dessus. On a remarqué donc, l'année dernière, on a plus que remarqué, est arrivé en France un mouvement qui a fait couler beaucoup d'encre, et pas que. C'est le fameux mouvement des Gilets jaunes, auquel peut-être tu as participé. Le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, il est double. Il est double d'un point de vue du phénomène, puisqu'il y a le premier mouvement de Gilets jaunes, c'est-à-dire les premières contestations au départ, dont la naissance est arrivée par une augmentation qui a amené, c'était plus la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Quel est le vase ? Ça, c'est une question à laquelle on pourrait plus ou moins répondre. Et d'ailleurs, on va y répondre sur la partie chilienne. Tu vas voir, ça va être intéressant. Et après, il y a le second mouvement des Gilets jaunes qui est justement cette contestation latente continue. Et il y a une partie des Gilets jaunes, des premiers Gilets jaunes, qui ne cautionnent pas les mouvements des Gilets jaunes actuels, du moins du mouvement sur du long terme. En France, on a une mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement, d'ailleurs, ça, c'est pas forcément une opinion que j'ai, mais plus un fait que je constate en discutant avec des personnes de divers pays. On a un mode de fonctionnement où on va utiliser très rapidement la contestation sociale pour montrer notre désaccord. Alors que certains pays vont atteindre un certain point pour justement mettre en place la contestation sociale. Et là, ça sera vraiment le trop du trop, c'est-à-dire lorsque la discussion n'a pas pu se faire, on va contester, on va manifester. Dans tous les cas, c'est intéressant, ces phénomènes-là, parce que ça montre qu'à un moment donné, il y a une insatisfaction
je ne vais pas dire qu'il y a un manque, je ne vais pas dire qu'il y a un ras-le-bol, je veux dire qu'il y a une insatisfaction qui se présente et à laquelle eh bien, le gouvernement choisit ou non de répondre. Maintenant, sur les gilets jaunes, je ne vais pas forcément en parler plus. Bon, tu verras rapidement quelle est plus ou moins, on va dire, mon opinion sur ce sujet-là, en te parlant du Chili, de ce qui se passe aujourd'hui au Chili. Et encore une fois, là, tout cela, c'est pour mettre un lien aussi avec toi en tant qu'individu et toi avec ton rapport à la société et ton rapport aux autres. Et c'est un total lien avec ton activité, qu'elle soit salariale, entrepreneuriale ou autre. Je suis arrivé donc au moment où j'enregistre ce podcast, ça fait plusieurs jours que je suis arrivé au Chili. Je suis arrivé juste au moment où il y a eu une grosse contestation qui est arrivée ici. Et cette contestation-là s'est faite suite à une augmentation du prix du métro. À savoir que le prix du métro à Santiago du Chili, la capitale, est un des tarifs de métro les 10 plus chers au monde. Et donc ce ras-le-bol, en fait, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Ce ras-le-bol s'est fait tout simplement à un moment donné qu'il y a tellement d'augmentation, tellement de frais à payer qu'à un moment donné, une partie de la population saurait dire non, là, trop c'est trop, on arrête. Ok. Au-delà de ça, ça amène, si on gratte un petit peu plus en profondeur, donc on a eu cette manifestation-là, mais on a eu aussi des mouvements qui ont été très très violents sur cette manifestation-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait de la manifestation, on va dire calme et silencieuse, et comme pour le cas des mouvements des Gilets jaunes où certains kiosques à journaux avaient été brûlés, ça avait fait les choux gras de la presse et autres, et à juste titre, eh bien au Chili, on a constaté bien des dégradations. Il y a des lignes de métro qui ont été saccagées totalement, mais aussi au-delà de ça, et c'est ça qui est très surprenant, il y a même des magasins, des supermarchés qui ont été aussi saccagés. Et ce mouvement est arrivé à frapper de façon assez rapide et assez massive. Autre point aussi, et ce qui a fait que moi je suis arrivé à Santiago du Chili le lundi et je devais me rendre à Viña del Mar le lendemain. Et heureusement j'ai pu y aller le surlendemain, mais j'ai failli être obligé d'attendre une semaine avant d'y aller. Mais ce qui se passait, c'est que sur certaines routes, il y avait des personnes qui s'amusaient à jeter des cailloux sur des voitures. Oui, jeter des cailloux, c'est assez violent quand même. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'était vraiment dans la même dynamique que pour les centres commerciaux et pour le métro. C'était pour bloquer la circulation, pour vraiment empêcher différentes choses, empêcher le passage et embêter au maximum la population. C'est assez étrange, alors je dois dire que c'est assez, pas amusant, mais assez étrange dans le sens où finalement on se rend compte que tout cela s'est fait très très rapidement et de façon très très organisée. Donc on sent qu'il y a une volonté un petit peu supérieure, un petit peu plus, une réflexion stratégique qui a été faite en amont pour justement amener ces blocages-là. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, la plus agressive du mouvement. Sur la partie la plus modérée et la plus majoritaire aussi en termes de personnes, eh bien, il y a différentes choses qui sont assez étonnantes ici et qui sont scandaleuses au point d'un certain ras-le-bol. En vient notamment cette notion de retraite. La notion de retraite que l'on a, nous, dans notre pays. Eh bien, moi, je trouve que c'est toujours intéressant de comparer, parce qu'on se plaint de beaucoup de choses sur notre système, notamment le système français, que je connais le mieux, puisque c'est celui que je vis depuis tout petit. On se plaint de beaucoup de choses, mais regardons un petit peu à côté. Regardons un petit peu ailleurs, pour voir véritablement si on est si malheureux que ça ou pas. Donc, au niveau des retraites, eh bien, il y avait un exemple qui était assez frappant d'un comptable et c'est pas un cas particulier, c'est vraiment un cas standard. Un comptable qui avait pendant toute sa vie en moyenne 1 500 € de salaire. Eh bien, devine
quel était le montant de sa retraite, avec lequel il vivait depuis plus d'une dizaine d'années. Alors tu pourrais dire, bon ben voilà, si on est en France, 1500 € par mois, on va dire, bon peut-être 1000 €, 1100 €, 900 €. Eh bien non, 500 € de retraite. Est-ce que tu t'imagines pouvoir vivre décemment avec 500 € de retraite? Alors un autre point aussi que j'aimerais rajouter ici, c'est que bien souvent dans la perspective, lorsqu'on ne connaît pas justement le pays, certains pays, ce qui est tout à fait normal, donc notamment le Chili, on se dit que c'est un pays sur lequel on va vivre avec des revenus assez faibles où on va dire le coût de la vie est assez bas. En fait, pas du tout. Le coût de la vie au Chili, si on devait le comparer à peu près à la France, eh bien on aurait juste à enlever à peu près 10% sur le coût de tout ce que tu vas acheter en France. Donc autant te dire que si on reprend notre ami comptable avec 500 € de salaire pour vivre au Chili, ça correspondrait à peu près à l'équivalent peut-être de 450 € de salaire, ou non, pardon, les 10% c'est dans l'autre sens, 550 € de salaire, de retraite pour vivre en France. Donc tu vois un petit peu l'idée, et c'est assez surprenant dans le mauvais sens du terme. Au-delà de ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les retraites sont assurées par des fonds privés. Donc il y a un mode de fonctionnement qui est, on va dire, plutôt proche de la France, sauf que ce sont des fonds privés qui gèrent ça. Et sur ces fonds privés, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le total global financier de ces fonds privés représente 83% du produit intérieur brut. Donc tu imagines 83% du PIB, et ils ne sont pas foutus de payer des retraites décentes. D'ailleurs, la notion de retraite, de ne pas pouvoir payer des retraites, je trouve ça assez scandaleux, même pour nous en France, avec des réductions de retraite et tout ça, pour une simple et bonne raison fondamentale, c'est que, et ça se résume à une phrase pour moi, c'est on ne s'occupe plus de nos anciens. Je trouve que voilà, c'est ça. On est dans une culture, on est dans une civilisation aujourd'hui où eh bien, nos anciens ne sont pas respectés, on ne s'en occupe pas, alors que si tu regardes, il y a 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles en arrière, les familles s'occupaient de leurs anciens, et là aujourd'hui, l'État qui est censé être un État qui est protecteur, du moins qui se dit protecteur, eh bien, que fait-il? Ou alors à ce moment-là, s'il ne veut pas s'occuper des personnes âgées ou autres, ne pas dire qu'on est dans un État protecteur ou un État démocratique. Mais ça, c'est un sujet un petit peu à côté. C'est une piste de réflexion à laquelle on pourrait débattre ensemble, puisque il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Donc, moi, en fait, depuis que je suis tout gamin, j'ai un espèce de message de fond qui m'est envoyé, un peu comme si c'était une espèce de message PNListe de l'environnement, des actualités, de la société, qui dit « Nico, surtout ne te fais pas trop d'illusions sur ta retraite ». Tu as peut-être déjà entendu toi aussi ce discours-là. On te dit « Oui, compte pas trop sur ta retraite ». Ou ne crois pas trop que tu vas avoir énormément de retraite. Et c'est vrai que la retraite, on nous a parlé, moi je me rappelle du baby boom, qui a amené après le papy boom, et on nous a toujours dit qu'en France, eh bien, c'est compliqué, on ne sait pas comment on va payer nos retraites. Et en fait, cette phrase de fond, eh bien, cette phrase de PNL répétée, eh bien, elle a marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, mais aujourd'hui, si je te parle de ça, il y a 10 ans en arrière, c'était exactement la même chose. Je ne compte pas sur ma retraite. Pour moi, il est hors de question que je laisse les rênes de mon avenir personnel, de ma retraite, de mon 3e âge, à l'État. Il est hors de question que ce soit eux qui décident de ce que je vais avoir comme moyen financier à la retraite. Et c'est là où je veux en venir. C'est vraiment là où je veux en venir ici. Pourquoi ? Parce que tu te rappelles au début, je te disais sur cette idée de ne compter, tu vois, de ne pas rentrer dans on compte sur personne. Mais à un moment donné aussi, il est nécessaire d'avoir une certaine lucidité
et de voir sur quoi, eh bien, justement, tu peux t'appuyer et sur quoi tu ne peux pas t'appuyer. Je remarque qu'en France, par exemple, le système de santé est vraiment un système de santé qui est très aidant. C'est pas le meilleur forcément, parce qu'il a ses défauts. D'ailleurs, on paye les défauts de ce système de santé aujourd'hui. Mais c'est un système de santé qui vaut ce qu'il vaut. Si je prends par exemple la comparatif avec le Chili sur la santé publique, eh bien, le système de santé privé est exceptionnel au Chili. Il y a de très bonnes cliniques. Le niveau d'expertise des médecins, des chirurgiens est très bon. Ce sont des personnes qui vont se former dans différents pays, qui ont des techniques assez avancées. Bref, c'est du top. Par contre, au niveau de la santé publique, et là j'en reviens à notre pauvre comptable qui a une retraite de 500 €, eh bien, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, notamment, tu vois, par exemple, un truc qui est terrible, c'est les médicaments. Et sur la santé publique, ils ont un problème de fond qui fait que parfois, eh bien, il peut y avoir une arrivée tardive de médicaments. Donc imagine par exemple des personnes qui sont sous des situations très graves, comme par exemple des cancers en phase avancée, et qui attendent leurs médicaments pendant plusieurs mois parce qu'ils ne peuvent pas se payer dans la santé privée. Qu'est-ce qui va se passer, d'après toi? La maladie, elle ne va pas attendre. Hein. Elle ne va pas attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois que les médicaments ils arrivent. Et ça, c'est terrible. Moi, je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible que ce genre de choses. Bon, tu peux te rendre compte que jusque-là, c'est un petit peu dramatisant. C'est pas très funky, ce podcast-là. Bon, ça te change au moins, ça change des autres. Tu vois, la dernière fois, on a parlé des 3+1 principes des grands noms de ce monde, où on était sur quelque chose de plus fun, de plus enthousiasmant. Mais c'est nécessaire aussi d'aller sur cette partie-là. Donc, où est-ce que je veux en venir avec tout cela? Je veux en venir sur un point que je t'ai dit, le mot PNL tout à l'heure. En PNL, donc comme tu le sais, moi je suis toujours d'ailleurs, enseignant PNL. C'est-à-dire que même si j'exerce plus aujourd'hui, même si je me sers pas mal de la PNL, que ce soit à titre perso ou professionnel, notamment plus sur mes accompagnements, eh bien, donc j'ai un diplôme d'enseignant PNL, je peux enseigner un petit peu partout au monde, puisque c'est un diplôme international. Et sur les premières formations que je faisais de PNL, enfin le premier niveau, qui est le base PNL de 3 jours, c'était la première matinée, toutes les premières matinées de toutes les bases PNL, j'amenais un concept qui est le suivant. C'est la notion d'être acteur de sa vie. Alors, tu as peut-être déjà entendu parler de cette notion. D'ailleurs, dis-le-moi si tu as déjà entendu parler de cette notion d'acteur de sa vie. Acteur de sa vie, c'est quoi? Alors, ça ne veut pas dire que tu es responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Par exemple, tu as quelque chose d'un petit peu malchanceux, tu as, admettons, voilà, ta voiture, bam, ta voiture a eu un accident, bon, tu n'as rien eu de grave, tu n'as pas eu de dégâts, par contre, ta voiture est morte. Et ta voiture est morte parce que, en fait, le gars qui était juste derrière toi, il n'a pas regardé et il a accéléré et il n'a pas freiné au moment où tu as freiné toi, alors que les distances de sécurité, tu les as respectées toi. Ben là, ok, toi, tu n'es pas responsable de cette situation-là. Par contre, tu es responsable de comment est-ce que tu vas réagir et de la suite des choses. Alors, par exemple, à ce moment-là, ben, peut-être que tu vas avoir une émotion de peur, puis après une émotion de colère, ce qui est tout à fait légitime. Parce qu'aussi, il ne faut pas masquer, il ne faut pas mettre de mouchoir sur ces émotions. Et une fois que ça sera fait, eh bien, libre à toi de décider. Soit tu vas te foutre sur la gueule avec la personne qui t'a fait l'accrochage, soit tu vas réagir de façon différente. Et la façon dont tu vas réagir va avoir un impact colossal, va avoir un impact fondamental sur ce qui va arriver après. Acteur de sa vie. C'est une notion entre la dynamique de passivité et la dynamique d'être actif, voire proactif. Donc passivité ou réactivité, bien finalement, tu attends que quelque chose arrive et tu réagis en fonction de cela. Ce qui, dans certaines situations, est très judicieux et très adéquat. Cependant, il est nécessaire de ne pas rester toujours en mode de passivité ou de réactivité.
En l'occurrence, donc je te parlais de retraite, je te parlais de compter de dépendance vis-à-vis de l'État. Eh bien là, on est typiquement dans ce cas-là, d'interdépendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, je t'ai donné tout ce que je t'ai donné là, ce sont bien évidemment des opinions, qui sont les miennes, mais aussi beaucoup de faits. Aujourd'hui, tu connais les faits. Donc, au regard de ces faits-là, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je sais aujourd'hui qu'au regard des faits, je n'ai absolument aucune vision sur l'argent que je toucherai à ma retraite. Je n'ai absolument aucune vision sur ce qu'il va arriver. Par contre, je peux avoir une vision un petit peu plus claire, par exemple, du type de remboursement de santé au regard de ma sécurité sociale, au regard de la mutuelle que j'ai choisie. Et encore, sur la mutuelle, là, c'était une démarche qui a été plus active, plus proactive. Et sur la retraite, sur ta dynamique globale de vie, eh bien, cette dynamique proactive va être nécessaire pour toi. Donc en PNL, on dit acteur de sa vie. On retrouve d'ailleurs ce concept bien en amont, plus de 2500-2600 ans en arrière, avec le stoïcisme. Donc, je t'ai déjà parlé de stoïcisme, et sujet véritablement passionnant, où tu pourras le regarder sur des citations ou des écrits de Marc Aurèle ou d'autres penseurs philosophes stoïciens. C'est pas forcément ce qui t'arrive qui est important, c'est la façon dont tu vas réagir à ce qui arrive qui est important. Et là vient tout le fond de ce podcast, puisque je t'ai parlé au début, je t'ai dit on va parler d'indépendance, on va parler de liberté. Ce que l'on se rend compte, ce que l'on constate, c'est que si on reprend notre pauvre comptable, avec un salaire de 1500 euros et pire encore, plus tard avec une retraite de 500 euros, eh bien c'est difficile de vivre. C'est difficile de vivre décemment. De même, tout cela, ces faibles salaires-là, peuvent avoir un impact sur sa santé. Alors lorsqu'on me dit que l'argent ne fait pas le bonheur, ok, c'est bien joli, mais quand même l'argent contribue à ce bonheur-là. Et si à un moment donné tu peux mettre de côté tout ce qui est lié à des notions de survie, c'est-à-dire être libre de te dire, ben là pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, ou peut-être jusqu'à la fin de ma vie, ben j'ai plus à me poser de questions sur comment je vais pouvoir manger, comment je vais pouvoir assurer ma retraite, comment je vais pouvoir assurer mes soins de santé, comment je vais pouvoir entretenir mes enfants et leur payer leurs études. Si vraiment tu n'as plus ces questions-là, eh bien je peux t'assurer que ta vie, eh bien c'est pas la même du tout. Et ça, c'est quelque chose vers lequel eh bien, tu dois tendre. Tu vas dire, ok Nico, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, ben, je suis tout à fait d'accord. Et crois-moi que lorsque j'ai choisi d'être indépendant, je l'ai dit à quelques reprises, j'ai lâché un job d'ingénieur où j'étais bien payé pour partir en tant qu'indépendant. Lorsque j'ai commencé mon activité, les premières années, j'avais développé un simple statut d'auto-entrepreneur. Et ça n'a pas été facile pour moi. J'ai décidé à un moment donné, sciemment, de me couper de certains revenus. J'ai décidé sciemment de prendre des risques que peu de personnes sont capables de prendre parce que je savais quel objectif je ciblais. Je savais vers quoi je me dirigeais. Et aujourd'hui, si j'ai le confort de vie que j'ai aujourd'hui, si je peux me permettre par exemple de prendre des billets d'avion pour aller à l'autre bout du monde sans me poser de questions, sans me dire « Ah putain, tu te prends un billet d'avion, comment tu vas faire pour payer le mois prochain, patati patata ?» Eh bien, c'est parce que j'ai fait tous ces efforts-là, parce que j'ai fait ce choix-là. Mais aussi au-delà de ça, c'est parce que j'ai eu une dynamique proactive, c'est-à-dire une dynamique qui avait pour vision, qui avait pour objectif le futur. Je ne savais pas si j'allais y arriver, mais j'ai mis en place des choses pour le faire. Est-ce que ça veut dire pour toi que tu dois être entrepreneur ? La réponse est pas forcément. Tu peux très bien rester, si tu es salarié, tu peux très bien rester dans le salariat et avoir le même état d'esprit. Parce que là, oui,
je te parle pas en fait d'un de mise en application, de méthodologie, de grands principes. Non, je te parle d'état d'esprit. C'est un état d'esprit que tu dois avoir. Tu dois avoir un état d'esprit sur lequel, effectivement, comme je te disais au début, de ne pas être dans une dynamique je compte sur personne et je vais me démerder tout seul. Non, parce que tu as besoin des autres. On a tous besoin des autres. Mais malgré cela, te dire, ok, je suis acteur de ma vie. J'ai une force d'action. J'ai toutes les actions, toutes les choses que je mets en place, quel que soit mon contexte social, économique, financier ou autre, quel que soit le pays dans lequel je vis, parce que c'est ça aussi, on n'en parle pas suffisamment, mais on a quand même beaucoup de chance dans notre siècle actuel, parce qu'on a une liberté d'action qui est juste énorme. Aujourd'hui, les personnes peuvent partir de zéro et devenir multimillionnaires, voire plus. Alors bon, là je te parle de la partie financière, mais tu peux partir de zéro et, je sais pas, devenir président de la République, cosmonaute, peu importe. Et ça, c'était des choses qui, par exemple, quand il y avait les classes sociales, à l'époque, si on prend l'époque du Moyen Âge, de la Renaissance, ou à l'époque de l'Antiquité gréco-romaine, avec d'un côté la plèbe et de l'autre côté les sénateurs et les classes sociales aisées ou les classes militaires, eh bien, tu ne pouvais pas faire ça. Donc aujourd'hui, on a cette possibilité-là. Effectivement, on a cette dépendance, mais gardons ceci en tête. C'est pour ça que une contestation sociale, je suis d'accord qu'à un moment donné, quand l'État exagère, quand il y a un abus qui est fait, c'est normal de montrer son côté, cette contestation-là. C'est normal de se mettre en opposition à quelque chose que l'on trouve injuste, illégal et autres. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il est tout aussi fondamental, si ce n'est plus, en amont, de se dire, ok, ça, c'est des choses qui sont là, c'est des choses qui ne sont pas normales, donc ok, si on peut arriver à faire changer les choses chez les autres, autant le faire, mais il y a aussi beaucoup de choses qui m'incombent. Et qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire moi de mon côté? Qu'est-ce que je peux faire moi selon ma façon d'être, mon état d'être, selon ma situation, pour améliorer les choses? Je te parlais de salariat juste en amont. Te donner un exemple, c'est effectivement la retraite. Tu peux te dire, ok, moi je compte pas sur la retraite, mais je veux dire, en tant que salarié, si je veux rester salarié, je suis bien dans mon boulot, je suis bien dans mon job, je suis bien payé, eh bien pourquoi je n'investirais pas? Pourquoi je n'investirais pas dans de l'immobilier, par exemple? D'ailleurs, pourquoi crois-tu que j'ai acheté des parkings? Pourquoi crois-tu que j'ai acheté des bureaux? J'ai toujours dit, tu les as vus, nos bureaux, si tu regardes mes stories sur Instagram. Moi, lorsqu'on s'est associé avec donc, mes associés pour acheter nos bureaux, on avait chacun des objectifs très différents. Certains, c'était parce qu'ils en avaient marre de bosser justement chez eux. D'autres, c'était pour bien justement l'occasion de pouvoir interagir avec ensemble et d'avoir une dynamique commune qui soit constructive. Et moi, dans mon cas, en fait, dès le départ, je me suis dit, je veux acheter ces bureaux parce que c'est un investissement financier. Je veux faire cet investissement financier pour plus tard. Et c'est de là qu'est née d'ailleurs la fameuse salle de formation des bureaux que l'on loue et qui permet d'avoir un retour, d'avoir des loyers réguliers pour justement pouvoir payer une partie de cet investissement-là. De même sur mes parkings, c'est la même chose. Moi, j'ai acheté mes parkings et je vais continuer à acheter des biens immobiliers pour justement avoir à un moment donné cette indépendance-là qui dit ok, ben voilà, c'est mon immobilier qui me paye ma retraite, mais pas que, puisque j'investis aussi sur des placements financiers et sur c'est mon beau-père qui m'a fait découvrir cette notion-là. J'ai appris que je faisais du position trading. Voilà, je te donne la petite anecdote. Tu as différents types de trading. Et en fait, lorsque tu achètes une action et que tu entends pendant des mois, voire des années, dans mon cas c'est des années, et bien justement la valorisation de cette action-là, bien sache que tu fais du position trading. Voilà, c'était la petite partie culture. Donc, voilà, donc pour en revenir à notre sujet, c'est vraiment ça l'idée de fond que je veux te faire
comprendre et que je te veux faire toucher du doigt, c'est que tu es beaucoup plus responsable de ton avenir financier, ton avenir personnel, que ce que tu peux le croire. Et si tu espères, si tu comptes sur l'État pour faire ton avenir, pour te permettre d'avoir ta liberté, pour te permettre d'avoir ton indépendance, eh bien à mon avis tu es sur la mauvaise voie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en profiter de ce que l'État t'offre. Si tu as droit à quelque chose, d'un point de vue légal, si tu as un droit, pourquoi ne pas exercer ce droit-là ? C'est pour ça que finalement, même si j'ai trouvé très longtemps injuste certains abus de certaines personnes, notamment au travers de justement des caisses, de la CAF, du chômage et autres, ou des congés maladie autres, ces personnes-là avaient le droit d'y accéder. Donc même si c'est un abus, même si ce n'est moralement, et ça c'est intéressant aussi comme notion, même si moralement c'est dérangeant, même si moralement pour moi ou peut-être pour toi c'est dérangeant, eh bien légalement c'est possible. Donc d'un point de vue légal, c'est ça aussi, il y a vraiment deux aspects aussi sur toutes les règles que tu vas trouver, que ce soit dans la société, dans l'entrepreneuriat aussi et autres, tu vas vraiment trouver deux aspects. Un, le côté légal, deux, le côté moral. Certaines choses peuvent être immorales tout en étant légales, comme certaines choses peuvent être morales tout en étant illégales. Et même si là on pourrait faire des débats pendant très longtemps, mais c'est bien de savoir ça. Donc quand tu as différentes choses, est-ce que moralement c'est ok ou c'est pas ok? Est-ce que légalement c'est ok, c'est pas ok? Bon, moi j'ai une ligne de conduite qui veut que pour moi il faut que les choses soient moralement ok et légalement ok pour que je puisse pour que ça aille dans un sens qui me convienne parfaitement. Mais bon, ça c'est moi. Toi, tu réagis de façon peut-être identique ou peut-être différente. Remarque, si tu écoutes ce podcast, je pense qu'on a beaucoup de valeurs communes. Donc, pour récapituler, on a vu beaucoup de choses sur ce podcast. C'est aussi beaucoup un podcast sur lequel j'avais vraiment envie de te donner un petit peu mon opinion sur différentes choses, de te parler aussi d'autres pays, parce que je trouve ça important. Je pourrais t'en reparler d'ailleurs, hein, parce que je te parlais du Chili sur ces cas-là. C'est un pays que je commence à découvrir de plus en plus. Je commence à voir de plus en plus de choses comparativement à la France. Et ce comparatif entre deux pays qui sont sur des régimes politiques qui sont plutôt proches, eh bien, c'est assez intéressant. C'est vraiment intéressant. Et ça permet aussi de prendre conscience un petit peu que finalement, on n'est pas si malheureux en France, qu'il y a des choses qui sont honteuses en France et d'autres qui sont vraiment super. Et vraiment avoir une vision un petit peu plus, je dirais un petit peu plus juste de ce qu'il se passe dans notre pays en allant voir ailleurs. Je trouve que c'est toujours bien d'aller voir ailleurs. Dans tous les cas, le fond du sujet, c'était pas ça. Le fond du sujet, c'était surtout de te dire, voilà, on est tous dépendants, dépendants, interdépendants, parce que dépendant, c'est pas forcément le mot, on est tous interdépendants. On est interdépendants dans le sens où, finalement, certains vont dépendre de nous, nous, on va dépendre de certains, on va avoir une interdépendance aussi qui va être liée avec la société, une interdépendance qui va être liée avec l'État et autres. Mais au-delà de ça, garde véritablement en tête qu'il y a des choses sur lesquelles eh bien, tu as ta propre levier d'action. Et ces choses-là, eh bien, c'est notamment ton avenir financier. Ton avenir financier et l'avenir financier que peut avoir ta famille, ton entourage. Et cet avenir financier, eh bien, ta part de responsabilité sur celui-ci, elle est plus que majoritaire. Plus que majoritaire, elle représente facilement 80% de ta part de responsabilité. Et la part de responsabilité de l'État, elle est de 20% à peu près, si on devait faire un état des lieux. Donc, l'État et le reste, par exemple, dépendre d'autres, de personnes qui vont assurer tes finances et autres. Donc, ne fais pas cette erreur-là de te dire c'est les autres qui assureront mon avenir. Tu assures ton avenir
tout en vraiment en étant dans cette notion de contribution et d'interaction avec les autres, puisque de toute façon, on est dans une dynamique d'amélioration globale. Voilà, j'espère que ce podcast aura pu te plaire. Je t'invite à me laisser une note, un petit 5 étoiles, ça serait vraiment, vraiment cool, avec un commentaire sur iTunes. Ça serait vraiment chouette pour vraiment aider ce podcast à toujours progresser de plus en plus. Ça fait un moment que j'ai pas fait d'interview. Je prévois, donc là j'ai programmé une autre interview très très intéressante d'un formateur qui justement que j'ai découvert via YouTube et j'ai trouvé son contenu tellement utile pour moi que j'ai acheté une de ses formations. Donc j'ai voulu l'interviewer au regard de ce process-là. Donc ça sera prévu pas de suite, d'ici quelques semaines. Mais au-delà de ça, tu auras bien évidemment d'autres conseils, d'autres contenus. Je ne sais pas encore quel sera le prochain. On verra, on le découvrira ensemble. En tout cas, si tu as aimé ce podcast, si tu trouves qu'il est pertinent et qu'il pourrait un petit peu réveiller certains esprits, certaines façons de penser de certaines personnes, eh bien partage-leur ce podcast. Comme ça, eh bien, ça permettra de contribuer un maximum autour de nous. Je te souhaite une excellente journée. Ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec toi et on se dit à très vite. Ciao. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast Le business de la connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast Le business de la connaissance et ainsi on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.